Au Parlement, les députés continuent à examiner le projet de loi sur la fin de vie. Ça a commencé lundi. Ce projet de loi est défendu par le ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Les députés ont voté hier en faveur d'une loi de programmation pour les soins palliatifs contre l'avis du gouvernement. Et donc, si le texte de l'exécutif concernant l'aide à mourir comporte aussi un volet sur les soins palliatifs, eh bien, ils avaient constaté qu'il n'offrait aucune garantie de l'offre effective de soins palliatifs dans notre pays. C'est un peu le même principe que les lois de programmation militaire. C'est essayer de planifier en fait l'offre de soins en la matière, sachant que ça permet aussi d'ouvrir le débat sur la réalité des soins palliatifs en France en contrepoint de ce que propose le gouvernement sur l'aide active à mourir. On va voir ce que les choses donnent précisément, comment la chose évolue, et puis on essaie au fil des jours qui passent de vous faire profiter des analyses des spécialistes, de ceux qui se sont penchés sur cette question. C'est le cas d'Erwan Le Moredec, qui est avocat, essayiste, bénévole en soins palliatifs. Il avait publié Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière aux éditions du Cerf. Et donc, il est présent aussi à travers son blog Cause Toujours. Bonjour, Erwan Le Moredec. Bonjour. Comment vivez-vous les premiers pas de ce débat dans l'hémicycle? Débat que l'on dit, ou projet de loi que l'on dit plutôt équilibré. Est-ce que c'est le bon terme? Alors, ça n'est clairement pas le terme que je choisirais. D'une part, parce qu'on avait un projet de loi initial du gouvernement qui était en lui-même extrêmement large, extrêmement laxiste, qui donnait un texte qui était probablement le plus permissif au monde, allant au-delà de ce que l'on prévoit en Belgique, allant peut-être même au-delà de ce que l'on prévoit au Canada. Et la commission spéciale a lâché les chevaux. Et quand on dit qu'elle a fait sauter les garde-fous, je ne voyais guère de garde-fous dans le projet initial. Donc en fait, elle a fait tomber tout ce qui pouvait être un semblant de restriction. Peut-être que l'examen en séance permettra de revenir vaguement dessus. Mais quand je lis effectivement que l'on rétablit les équilibres initiaux, je vois cette espèce d'élément de langage un petit peu partout. Non, il n'y avait pas d'équilibre initial, donc ne À quoi le soyons pas voyez-vous? dupes. Sur les équilibres initiaux du Oui, le projet de loi. fait que ce soit finalement une position très extrémisante. Alors, on le voit, il y a d'une part le fait que, déjà, il y a une chose, un délai de réflexion, ou plutôt, commençons par le pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Ça, c'était dans le projet de loi du gouvernement. Moyen terme, c'est d'une part assez impraticable, parce que tous les médecins vous disent qu'ils sont incapables de faire un pronostic à moyen terme, et aussi très large. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. C'est déjà très, très important comme délai. Ensuite, vous avez dans la procédure, vous avez un délai de réflexion. Une fois que les médecins ont apporté une réponse à votre demande, le président de la République avait royalement offert 48 heures pour tester la solidité de la détermination. Ce sont ces termes. Bon, 48 heures, c'est un délai ridicule en soins palliatifs. Moi, j'ai rencontré des gens qui, pendant 48 heures, voire pendant 15 jours, étaient résolus à demander la mort, voire une patiente même qui était allée en Belgique, avait obtenu l'euthanasie, puis était revenue. Donc, vous pouvez être tout à fait déterminé pendant 48 heures, voire 15 jours, et ne plus l'être les 15 jours qui suivent. La décision est irrévocable si on se décide dans les 48 heures? Ah non, que tout de même, ils ont quand même prévu, ça fait partie des choses qui me font sourire, c'est qu'il est quand même prévu dans le projet de loi que la procédure d'aide à mourir s'arrête si le patient refuse l'administration du produit. Ce que je trouve, voilà, la République est bonne mère. Si on refuse d'être euthanasié, on ne nous y forcera pas. Donc on peut quand même se raviser. On peut quand même se raviser Mais jusqu'au on essaie de dernier forcer moment. le consentement dans un délai extrêmement court. Voilà, le fait est que c'était extrêmement court et que on sait que les patients, enfin les personnes, quand on leur annonce un verdict, enfin un pronostic, un diagnostic grave qui met en jeu leur pronostic vital, il y a tout un processus qui passe souvent d'abord par une phase de dépression, qui passe aussi par toute une phase où on se sent absolument incapable de faire face à ce que l'on vous annonce, aux restrictions de votre autonomie. Donc, pendant toute cette période-là, vous êtes particulièrement fragile et il est tout à fait envisageable qu'une personne demande l'euthanasie à ce moment-là, peut-être même parce qu'elle réfléchit encore avec le bien portant qu'elle était il y a peu. On peut plaider l'abus de la fragilité?
Il y a un petit peu de ça, parce Il y a des que... situations comme ça, hein, quand on veut détourner votre patrimoine, quand il y a des proches qui veulent détourner le patrimoine de quelqu'un. On a eu des cas célèbres Mhm. où on pouvait abuser de la confiance que l'on a envers quelqu'un. Bah, en tout cas, le texte ne met pas les garde-fous nécessaires, voire est sidérant d'inconséquence, parce qu'il prévoit notamment que un proche, enfin la personne de confiance, un parent ou un proche, peut accéder à votre espace numérique de santé dans lequel vous déposez vos directives anticipées. Il a le droit, le patient peut autoriser cette personne à y faire des actions. Le texte ne dit même pas ce que sont les actions, mais donc il peut modifier, voire il peut modifier vos directives anticipées. Et ce proche, in fine, peut réaliser l'euthanasie. Je veux bien imaginer que dans la plupart des cas, dans l'extrême majorité des cas, ça ne se passera pas comme ça. Mais quand on rédige un texte de loi, on doit le rédiger pour prévoir le pire, prévoir ce qui peut mal se passer. Et là, à l'évidence, ça peut mal se passer. Erwan Omredek, vous êtes spécialiste en tant qu'avocat de contentieux commerciaux. On peut imaginer qu'il y ait énormément de contentieux qui naissent des dispositions gouvernementales si celles-ci restent en l'état. Normalement, en tant qu'avocat, si vous étiez cynique, vous devriez vous réjouir. Oui, effectivement, si j'étais cynique. Et je ne le suis pas. Et ce que je regrette et ce que je trouve extrêmement grave, et je me pose la question de la constitutionnalité du texte sur ce point-là, c'est que le texte prévoit que la personne concernée peut faire un recours contre la décision de refus de l'euthanasie. En revanche, il est expressément prévu l'impossibilité de faire un recours contre la décision autorisant l'euthanasie. Donc, quand vous êtes... Alors, attendez, réexpliquez. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui est susceptible d'être euthanasiée, si le médecin lui refuse l'euthanasie, elle peut aller en justice et obtenir une autre décision. Mais si je suis le conjoint, le père, la mère, l'enfant de la personne qui demande l'euthanasie et auquel le médecin l'accorde, je ne peux pas aller en justice pour faire valoir le fait qu'on a mal apprécié les conditions, que mon proche n'a pas son discernement, etc. Ça veut dire qu'on est l'otage de son proche et qu'on Oui. ne peut pas avoir un tiers qui puisse déverrouiller une situation. Totalement, et que en fait, comme le texte prévoit, à la différence de certains systèmes étrangers, comme en Autriche, en Espagne, il y a un contrôle a priori des conditions de l'euthanasie. Nous, il est expressément prévu que le contrôle est a posteriori. Donc la personne est morte, donc le contrôle a un intérêt limité. Donc on n'a pas de contrôle avant l'acte, et les seuls qui auraient pu avoir un intérêt à exercer une sorte de contrôle a priori sont interdits de le faire. Et c'est grave, d'une part parce que la décision est éminemment grave, mais pour le juriste, c'est grave aussi parce que le droit au recours est un droit fondamental. Je ne veux pas m'avancer en disant que ça fait partie du bloc de constitutionnalité, mais je pense que c'est probable. Et on ne peut pas présumer que les recours des proches soient tous infondés, excessifs. Voilà, il y a des situations dans lesquelles... Et j'ai en tête une situation dans laquelle, si le proche n'avait pas été là, la personne serait plus vivante aujourd'hui. Même s'il y a initialement une demande, on sait que ce texte peut s'appliquer aussi à des personnes très âgées, des personnes qui peuvent être particulièrement influençables, même par des gens bienveillants, mais qui peuvent effectivement être particulièrement influençables. Et donc, voilà, cette absence de possibilité de recours est grave à mon sens. Erwan Omredek, comment voyez-vous l'état d'esprit des députés, de ceux qui sont autour de cette loi qui gravite? On essaie de mesurer un peu quelles sont les pressions qui s'exercent pour faire évoluer le texte dans un sens ou dans un autre. C'est compliqué à dire parce que c'est vraiment très transpartisan comme sujet. Clairement, je ne me fais pas trop d'illusions sur le fait qu'il y ait une majorité en faveur d'un texte légalisant l'euthanasie d'une façon ou d'une autre. Mais en revanche, l'opposition, elle va du RN au Parti communiste. Vous avez André Chassaigne
qui s'est exprimé, président de groupe du Parti communiste, qui s'est exprimé très fortement, Pierre Dharréville, qui s'est exprimé très fortement. J'ai peur d'écorcher son nom, mais au RN, vous avez, je crois, Christophe Benz, qui est très actif sur le sujet. Et puis, voilà, vous avez au LR, ALR, Patrick Hetzel, Philippe Juvin, Thibault Bazin. Enfin, vous avez pas mal de personnes. Renaissance aussi, il y en a quelques-uns. Renaissance, il y a Astrid Panosyan-Bouvet qui est cofondatrice d'En Marche initialement. Donc, ça n'est pas n'importe qui et c'est une personne, je trouve que beaucoup d'analyses sont remarquables. Et oui, et je pense en plus que le texte de la commission spéciale a pu déciler les yeux d'un certain nombre de personnes. Parce qu'on s'est aperçu qu'en réalité, en fait d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre qui tienne sur une légalisation de l'euthanasie. Soit, de toute façon, les prétendus garde-fous sautent dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, soit ils sautent tout de suite. Et nous, on a pris l'option où tout saute immédiatement. Donc je pense qu'un certain nombre de députés ont pu constater que quand on parlait de dérive, de pente glissante, quand on disait que c'était inhérent au texte, ils en ont eu l'illustration dans un condensé en 15 jours de commission spéciale. Monseigneur Mathieu Roger est venu ici même, évêque de Nanterre, le matin de la veillée pour la vie qui a eu lieu mardi soir, nous disait que l'opposition à ce texte était bien plus large que celle des milieux catholiques, traditionnellement, qui se mobilisent sur ces questions-là. Vous le percevez aussi ? Oui, je le perçois. On a, moi je citerai d'une part des militants de la cause pour les personnes handicapées, et on trouve chez ces personnes-là des militants qui sont engagés très à gauche, qui sont engagés dans la défense des droits des LGBT. Vous avez des militants d'extrême gauche. Il y a une personne que je connais peu, mais Usul, qui est un militant assez connu à l'extrême gauche, qui vient de s'engager contre le projet de loi, qui s'inquiète en réalité du fait que nous sommes dans un système qui n'aide pas à vivre et qui spécialement n'aide pas à vivre les plus défavorisés. Donc il y a ce pôle-là. Les soignants, alors on voit ces derniers temps une espèce de volonté de cornériser la société savante des soins palliatifs, la SFAP, en disant qu'elle serait la seule opposante. C'est faux, c'est un collectif de 23 organisations soignantes qui s'opposent à ce texte. Il y a effectivement une opposition assez large. On a l'impression que la clé pourrait être dans l'effet de masse que représentent les soignants dans le système hospitalier. Est-ce que finalement, ça va se jouer sur cette ligne-là, c'est-à-dire s'ils se mobilisent, s'ils se mettent à bouger, le gouvernement, lui, sera obligé de reculer. Est-ce que ça, c'est possible ? Je n'en suis pas certain parce qu'ils ont fait l'objet d'un mépris total jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils vont continuer à être méprisés dans les mois qui viennent ? C'est pas exclu. Il semblerait que toutes les alertes soient ignorées. La commission spéciale, il a été extrêmement difficile de faire entendre les sociétés savantes qui représentent les spécialités les plus en prise avec la fin de vie. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est pas dans la culture de ces soignants d'avoir une mobilisation de rue ou une mobilisation forte. Spécialement, c'est pas dans la culture des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des personnes dont les talents sont dans l'écoute, l'humilité, qui ne vont pas lâcher leurs patients qui sont en fin de vie pour aller dans la rue. Donc il faudrait avoir des modalités visibles de mobilisation. Il faut que les soignants qui ne sont pas dans des spécialités de fin de vie montrent aussi leur solidarité. Peut-être que ça pourrait passer par là. Et effectivement, il nous reste 1 an ou 1 an et demi. Est-ce que le système suisse, qui repose sur la dépénalisation seulement, est-ce qu'il est importable en France ? Il serait totalement importable. C'était à l'origine même, les sociétés savantes avaient tendance à penser que si vraiment elles ne pouvaient pas couper un texte, elles étaient opposées dans leurs principes
enfin dans son principe au suicide assisté, mais que au moins ça sauvegardait le soignant qui n'intervenait pas directement. Il y a tout un tas de raisons de s'opposer qui sont communes Donc c'est le cas aux en deux Suisse, hein. modalités. Voilà, c'est le cas en Suisse. Euh, mais, euh, mais ça n'est pas le choix. En fait, il faudrait véritablement avoir un retour fort en arrière. Ça n'est pas rigoureusement impossible. Mais pour l'instant, on est plutôt allé sur une procédure de libre choix du suicide assisté ou de l'euthanasie. Ce qui veut dire que dans tous les pays qui l'ont fait, à 90% sont des euthanasies qui sont réalisées. Alain Claes et Jean Leonetti ont de l'influence. Alain Claes, on ne l'entend pas, ou peu. Jean Leonetti, oui, et oui, il a de l'influence. Il n'est plus député, mais il a une stature morale que tout le monde lui reconnaît. Et là, dernièrement, je sais il a fait une intervention devant des parlementaires et que ça a pu effectivement bouger les lignes chez certains indécis. Dites-nous, Erwan Le Moredec, ce que vous apporte en fait votre présence en soins palliatifs, puisque vous êtes bénévole dans cette institution, dans ces institutions, finalement, dont les médias parlent peu. Nous, c'est un mot assez récurrent sur notre antenne. Et on mesure aussi la limite de ce mot, c'est-à-dire on y met une réalité comme si c'était une réalité un petit peu, j'allais dire, on la fétichise un petit peu par rapport à ce texte, comme si c'était l'antidote. Et je rappelais à l'instant, au début, en introduction, qu'il y a une loi de programmation pour les soins palliatifs que les députés souhaiteraient mettre en place. Mais d'un point de vue humain, et même d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors déjà, je dirais que je sais pour qui je me bats. J'ai des visages en tête, et les visages que j'ai sont les visages des patients, mais ce sont aussi les visages des soignants. Les soignants, enfin, certaines personnes se pensent en opposition avec un pouvoir médical. Moi, je suis témoin de personnes d'une extraordinaire humilité, d'une grande écoute, et donc je ne veux pas qu'on abîme leur travail et qu'on les abîme eux-mêmes, parce que personne n'a comme eux, enfin je veux dire, il n'y a aucun Français qui se lève à part eux le matin pour aller dans un endroit où les gens meurent tous les jours, où vous êtes exposé non seulement à leur douleur, à leurs angoisses, mais aussi aux proches qu'il faut accompagner. C'est extrêmement fort de leur part. Et je veux pas qu'on les abîme. Je suis aussi témoin du fait que on sait faire beaucoup en fin de vie. Et le choix n'est pas entre souffrir atrocement et l'euthanasie. L'écoute de la volonté du patient, j'en ai été témoin avec une patiente qui a demandé un arrêt de traitement et qui est décédée dans les 48 heures de son arrêt de traitement. Une autre patiente qui a cumulé un arrêt de traitement, puis ensuite une sédation profonde. Donc, il y a un respect de la volonté du patient qui existe déjà, une capacité à gérer la douleur. Donc ça me permet aussi, évidemment, de ne pas être que dans la théorie. Spirituellement, je vous dirais que par moments, j'expérimente le fait d'être l'instrument de quelque chose qui n'est pas moi. Quand vous emmenez quelqu'un au jardin, en le poussant dans un fauteuil, que cette personne, vous êtes derrière elle, elle ne vous voit pas, mais le seul fait de l'emmener bouleverse son état d'esprit, pas éternellement, mais au moins vous faites quelque chose pour son après-midi. Et j'ai en tête une personne, voilà, quand je suis arrivé, elle était dans un mode je veux mourir, c'est un scandale qu'en France on puisse pas avoir l'euthanasie, etc. On est allé au jardin et elle était enthousiaste. Elle est revenue, elle a fait un petit coucou de la main aux soignants en passant. Là, vous vous dites, c'est pas moi, je n'ai rien dit. J'ai juste été des bras. Mais il s'est passé quelque chose. En plus, c'était une personne, elle était juive, mais elle spirituellement, elle me disait, vous accomplissez une mitzvah, Elohim vous le rendra. Enfin, c'était vraiment une forme d'exultation dans son état. Et puis, je dirais que par moments, c'est plus que de la bienveillance. Par moments, on sent qu'il faut de l'amour en soins palliatifs. De la part des soignants, c'est ça. Et de la part des bénévoles, ce qui circule entre nous, avec les patients, c'est une forme d'amour. Quelle est la place du bénévole par rapport à la famille ?
Bah, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, parce que moi je pensais et j'étais dans l'optique d'aller surtout voir les patients. En fait, la famille, on est là pour que les choses se passent le moins mal possible. C'est un moment physiquement traumatisant, je sais bien pour y être allé avant d'être bénévole, je me souviens de l'état physique dans lequel j'étais en rentrant, c'était à Jeanne Garnier. Heu, C'était pour un ami. J'imagine comment sont les gens quand ils viennent voir un parent. On voit pas les choses de la même manière, on n'entend pas les choses de la même manière, on est désorienté. Donc nous, on facilite, on permet aussi aux personnes de s'exprimer. Hem, on n'est pas des psychologues, donc on vient pas, soigner, guérir, enfin mais voilà, on permet au moins aux personnes de s'exprimer, quand elles doivent sortir de la chambre parce qu'il y a des soins, on peut échanger avec elles, les emmener au jardin, faire en sorte que de temps en temps, voilà, elles puissent un peu s'autoriser parfois à ne pas être H24 au chevet du patient pour se préserver elles-mêmes. On reçoit des confidences, voire des confessions. Alors, oui, ça, des confidences, certainement, c'est pas systématique et parfois il faut aussi accepter l'insignifiance de la conversation. C'est-à-dire la personne que l'on voit, elle a parfois juste besoin de parler de tout et de rien. Et puis par moment, vous avez effectivement des personnes qui vous racontent, enfin qui vous font, on appelle ça un récit de vie, parce que c'est un peu classique, voilà, des personnes qui vous font le récit de tous ceux à quoi ils ont été confrontés. Je me souviens c'était la patiente qui justement était allée en Belgique et qui en était revenue. C'était frappant de voir, elle me rappelait, en fait, elle avait eu un premier mariage extrêmement douloureux. Euh, Elle m'en parlait, c'était pourtant 50 ans avant. Et c'est extrêmement touchant quand on voit, voilà, on est en 2024, elle avait divorcé en 1974, et la douleur d'un mariage violent, physiquement et psychologiquement, était là. Donc, on, on voit aussi en fin de vie, et j'ai été aussi touché par un monsieur qui était d'un milieu un peu simple, et puis qui était un peu dans les vapes et qui me dit à un moment donné, il y a rien de mieux que l'amour d'une maman. Et- On en revient en fait à des choses essentielles qui se passent en fin de vie, et ça c'est un aspect qui n'affleure pas du tout dans les débats. C'est tout ce qui se joue à l'extrémité de l'existence, et ça ce sont des moments privilégiés qu'il ne faudrait pas hâter, et sur lesquels on n'aurait pas le droit d'une certaine façon d'exercer une forme de pression. Il y a un moment à sanctuariser là, Erwan Le Moredec. Une dernière réflexion avant de Oui, se quitter. complètement, d'autant plus que c'est parfois totalement involontaire, ça relève du subconscient, et donc c'est pas quelque chose que l'on peut mettre en place en ayant une procédure qui vous dit ce sera demain à 14 heures. Donc ces moments-là, je vais les révéler entre maintenant et demain à 14 heures. C'est pas possible. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Avocat, essayiste, bénévole en soins palliatifs, fin de vie en République avant d'éteindre la lumière. Aux éditions du CERF, votre dernière réflexion sur l'euthanasie et ses rapports entre projet de loi, République et tout ce qui nous attend aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres, et puis on aura l'occasion de se revoir certainement au fil de cette actualité politique.